Bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Ces derniers jours, l'Amérique a fait ses adieux à plusieurs personnalités remarquables, des icônes dont l'impact se fera sentir pendant des générations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous honorons leur vie, leurs réalisations et l'héritage qu'elles laissent derrière elles. Si l'une de leurs histoires vous a touché le cœur, veuillez laisser un j'aime pour aider à garder leur mémoire vivante. Merci d'être ici. Commençons. Maintenant, Russell M. Nelson, le chirurgien cardiaque pionnier et chef religieux mondial qui a guidé des millions de personnes en tant que président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, est décédé le 27 septembre 2025 à l'âge de 100 ans. Au cours d'un siècle, Nelson s'est bâti un héritage à la fois dans la médecine et dans la foi. En tant que jeune médecin, il a contribué à la mise au point de la machine cœur-poumon qui a rendu possible la chirurgie à cœur ouvert et a pratiqué des milliers d'opérations vitales. Sa carrière médicale lui a valu une reconnaissance internationale pour ses compétences et sa compassion. En 1984, Nelson a été appelé au collège des 12 apôtres, entamant ainsi 4 décennies de leadership dans l'Église. En 2018, à l'âge de 93 ans, il en est devenu le 17e président, supervisant une communauté mondiale de plus de 17 millions de membres. Son mandat a mis l'accent sur la foi, la famille et l'aide humanitaire, et il est resté actif dans les voyages et l'enseignement jusqu'à un âge avancé. Né le 9 septembre 1924 à Salt Lake City, dans l'Utah, Nelson a concilié ses responsabilités mondiales avec son dévouement à sa famille, élevant 10 enfants avec sa première épouse, Donsell, et se remariant plus tard avec Wendy Watson après le décès de Donsell. L'héritage de Russell M. Nelson réside dans les vies qu'il a guéries et dans la foi qu'il a renforcée. Son parcours d'un siècle témoigne de son service, de sa discipline et de son dévouement. Prenez un moment pour honorer son remarquable parcours. Écrivez 100, son âge, ou écrivez RIP Russell M. Nelson pour rendre hommage à un homme qui a consacré sa vie à la guérison des cœurs dans tous les sens du terme. Robert Redford, l'une des dernières grandes icônes de l'âge d'or hollywoodien des années 1970, est décédé à l'âge de 89 ans. Son attaché de presse a annoncé qu'il était décédé paisiblement le 16 septembre 2025 dans sa maison bien-aimée de Sundance, dans l'Utah, entouré de sa famille. Né en 1936 à Santa Monica, en Californie, et élevé à Los Angeles, le chemin de Redford vers la célébrité a été loin d'être simple. Après avoir étudié l'art dramatique à New York, il a percé à la télévision et au théâtre avant que Hollywood ne remarque sa présence et son talent frappant. Puis vint Butch Cassidy et le Kid en 1969, le film qui allait changer sa vie. Aux côtés de Paul Newman, Redford a capturé l'esprit d'une nouvelle génération de cinéphiles. Le film a fait sensation et du jour au lendemain, Redford n'était plus seulement un acteur, c'était une figure culturelle. La décennie suivante lui a appartenu, le public l'a adoré dans Jeremiah Johnson, Nos plus belles années, et l'arnaque qu'il a réunie avec Newman dans un film qui a raflé les Oscars. En 1976, il a produit et joué dans Les Hommes du Président, dramatisant l'enquête du Watergate. Ce fut non seulement un triomphe critique, mais aussi une œuvre d'importance politique, soulignant la capacité de Redford à fusionner l'art et l'activisme. Sa carrière s'est étendue à la réalisation avec Des gens comme les autres en 1980, qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur et a confirmé que sa vision allait au-delà du jeu d'acteur. Il a continué à explorer des histoires d'humanité et de conscience dans des films tels que Et au milieu coule une rivière et Quiz Show. Même dans ces dernières années, Redford a livré des performances impressionnantes, du drame de survie All is Lost à ses douces adieux dans The Old Man and the Gun, mais l'impact de Redford s'étendait bien au-delà de l'écran. En 1941, il a fondé le Sundance Institute et le festival du film de Sundance, créant un sanctuaire pour les voix indépendantes du cinéma. Sundance est devenu la rampe de lancement d'innombrables cinéastes qui n'auraient peut-être jamais été entendus autrement. Parallèlement à son travail artistique, Redford était un écologiste passionné
et un activiste politique n'ayant pas peur de s'exprimer pour les causes auxquelles il croyait. Sa vie personnelle a été faite de joies et de tristesses. Il a épousé l'historienne Lola Van Wagenen, avec qui il a eu 4 enfants, puis a épousé la peintre Sibylle Zagars. Il a souffert d'un profond chagrin avec la perte de 2 fils. Pourtant, sa résilience et son dévouement à son travail et à sa famille sont restés constants. Aujourd'hui, les hommages affluent du monde du cinéma et de la politique. Ses collègues acteurs se souviennent de sa générosité. Les cinéastes se souviennent de ses conseils et le public garde en mémoire les innombrables souvenirs qu'il leur a offerts. L'héritage de Robert Redford est un héritage d'art, d'indépendance et d'intégrité. Pour lui rendre hommage, laissez un simple message. RIP Robert Redford ou le numéro 89 dans les commentaires. C'est une façon discrète mais puissante de remercier un homme qui a contribué à façonner le cinéma et nous a donné des histoires qui vivront à jamais. Tony Harrison, le célèbre poète, traducteur et dramaturge britannique, est décédé le 26 septembre 2025 à l'âge de 88 ans. Né en 1937 à Leeds, en Angleterre, Harrison s'est imposé comme une voix littéraire majeure dans les années 1970 avec des recueils tels que The Lawyers 1970 et Continuous 1981. Sa poésie, connue pour sa discipline formelle et son tranchant politique, aborde les thèmes de la classe, de la langue et de l'identité, ce qui lui vaut une large reconnaissance dans son pays et à l'étranger. En tant que dramaturge, Harrison s'est fait connaître avec des œuvres comme Les Trackers d'Oxynkus 1990 et From 2008, qui ont fait entrer le théâtre en vers dans un nouveau territoire audacieux. Il est également devenu célèbre pour ses traductions de tragédies grecques, notamment l'Orestie et Médée, salués pour leur clarté et leur capacité à relier les voix anciennes au public contemporain. L'œuvre de Harrison a atteint le public de la télévision grâce à ses poèmes cinématographiques novateurs, dont le plus célèbre est V 1987, qui a suscité la controverse et l'admiration pour son regard intransigeant sur les troubles sociaux dans la Grande-Bretagne de l'ère Thatcher. Sa voix distinctive a fait de lui l'un des poètes d'après-guerre les plus importants de sa génération. En 6 décennies, Harrison a reçu des distinctions internationales et a laissé derrière lui une œuvre qui a fait le lien entre la littérature, le théâtre et la politique. L'héritage de Tony Harrison perdure comme celui d'un écrivain qui a donné une voix à la lutte de la classe ouvrière, remis en question les normes culturelles et redéfini la portée de la poésie moderne. Écrivez 88, son âge, ou écrivez Tony Harrison pour rendre hommage à un poète dont les mots continueront de résonner longtemps après son décès. Jerry Adler, le régisseur de scène devenu acteur, surtout connu pour son rôle d'Herman Hesh Rabkin dans Les Sopranos, est décédé le 23 août 2025 à l'âge de 96 ans. De 2000 à 2007, Adler est apparu dans 28 épisodes de la série dramatique novatrice de HBO, donnant vie au conseiller de confiance de Tony Soprano. Les fans appréciaient l'humour subtil et la perspective acérée qu'il apportait à Hesh, en particulier dans l'épisode A Hit is a Hit, où son mélange de sarcasme et de charme de la rue est devenu un moment préféré des fans. Sa présence a ancré la série, prouvant que la sagesse et l'esprit pouvaient être aussi puissants que la violence dans le monde de la mafia. La carrière d'Adler s'étendait bien au-delà de la télévision. Avant de se présenter devant la caméra, il a passé des décennies derrière la scène à Broadway en tant que régisseur de classiques comme My Fair Lady et en aidant à façonner des productions telles qu'Annie. Ce n'est que dans la soixantaine qu'il a commencé à jouer à l'écran, obtenant plus tard des rôles récurrents dans Dingue de toi, The Good Wife et Rescue Me, où son sens du timing et sa chaleur l'ont de nouveau fait ressortir. Né le 4 février 1929 à Brooklyn, New York, Adler est issu d'une famille profondément enracinée dans le théâtre. Sa cousine était la célèbre professeure d'art dramatique Stella Adler. Son propre parcours a montré que le succès pouvait venir tard, avec de la patience et de la passion qui le portaient vers l'avant. Aujourd'hui encore, les rediffusions des Sopranos rappellent aux fans la force tranquille qu'il apportait à chaque scène. Jerry Adler laisse derrière lui un héritage qui s'étend de la scène à l'écran. On se souviendra de lui comme de l'homme qui a rendu le jeu de personnages inoubliable
et qui a prouvé que parfois le rôle de soutien vole la vedette. Des scènes de Broadway au soprano en passant par d'innombrables rôles à la télévision, Jerry Adler a apporté sagesse et esprit à chaque performance. Pour vous souvenir de lui, écrivez 96, son âge, ou écrivez simplement RIP, Jerry Adler. Claudia Cardinal, l'actrice italienne dont la carrière a chevauché le cinéma d'art et d'essais européens et les superproductions internationales, est décédée le 23 septembre 2025. Elle avait 47 ans, née à Tunis en 1937 de parents siciliens. Cardinal est entrée dans le monde du cinéma à la fin des années 1950, l'âge d'or du cinéma italien. Elle est devenue célèbre grâce à ses performances saluées par la critique dans Rocco et ses frères, 1960, et Le Guépard, 1963, des films qui l'ont consacré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Le public international l'a rapidement adopté dans des œuvres majeures telles que La Panthère rose de Sergio Leone, 1963, et Il était une fois dans l'Ouest, 1968, où sa présence imposante l'a imposé comme l'une des figures emblématiques du cinéma mondial. Au cours des décennies suivantes, elle a travaillé en Italie, en France et à Hollywood. Ses réalisations ont été reconnues par de nombreux prix David di Donatello, le Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra de Venise, l'Ours d'or à la Berlinale et un prix pour l'ensemble de sa carrière à Cannes. En dehors du cinéma, Cardinal a utilisé sa voix pour lutter pour les droits des femmes et les causes humanitaires, démontrant ainsi son influence bien au-delà de l'écran. Connue pour sa voix distinctive, sa beauté naturelle et sa force tranquille, elle a contribué à façonner l'image internationale du cinéma italien. Claudia Cardinal a laissé derrière elle non seulement une œuvre importante, mais aussi un héritage durable et mondialement reconnu. Écrivez 87, son âge, ou écrivez Repose en paix, Claudia Cardinal, pour vous souvenir d'une star dont le talent artistique a façonné une époque. Ray Lane, commentateur sportif de longue date à Détroit, est l'une des voix les plus reconnaissables de la radiodiffusion du Michigan, est décédé le 27 septembre 2025 à l'âge de 86 ans. Né en 1939, Lane a commencé sa carrière au début des années 1960 et est devenu un pilier des médias sportifs de Détroit pendant plus de 5 décennies. Il était surtout connu comme commentateur sportif et animateur de studio, couvrant les Tigers, les Pistons et les Lions de Détroit, apportant clarté et énergie aux auditoires de la radio et de la télévision. Lane a travaillé pour WGBK et ADKBD avant de rejoindre l'équipe de diffusion des Tigers dans les années 1990, où sa présence constante a accompagné d'innombrables nuits d'été au stade. Au-delà de son travail de commentateur sportif, Lane était également un animateur de studio respecté pour les Pistons pendant leur course au championnat et a couvert le football de l'Université du Michigan, ce qui a encore renforcé sa réputation comme l'un des commentateurs les plus polyvalents du Midwest. Son professionnalisme lui a valu plusieurs prix de commentateur sportif de l'année du Michigan et son intronisation au temple de la renommée sportive du Michigan. En dehors des studios, Lane était actif dans les événements communautaires et caritatifs, et on se souvient de lui comme d'une personne accessible et généreuse de son temps. Le décès de Ray Lane met fin à une carrière qui a duré plus d'un demi-siècle. Sa voix faisait partie de la trame sonore des Six Sports de Détroit, et son héritage perdure dans les souvenirs des fans qui ont grandi avec ses commentaires. Écrivez 86, son âge, ou écrivez Rip Ray Lane pour rendre hommage à un diffuseur qui a défini les sports locaux pendant des générations. Bill Ferrario, un ancien joueur de football professionnel qui a ancré les lignes offensives à l'université et dans la NFL, est décédé le 24 septembre 2025 à l'âge de 47 ans. Né le 22 septembre 1978 à Scranton, en Pennsylvanie, Ferrario s'est bâti une réputation à l'université du Wisconsin, où il est devenu la pierre angulaire de la ligne offensive des Badgers. Il a commencé les 50 matchs de sa carrière universitaire, un exploit rare qui l'a placé parmi les linemen les plus durables et les plus fiables de l'histoire du Big Ten.
Sa performance a contribué aux victoires consécutives du Wisconsin au Rose Bowl et à la saison victorieuse de Ron au Heisman. Ferrario est entré dans la NFL en 2001, repêché au 4e tour par les Green Bay Packers. Il a joué dans les 16 matchs en tant que recrue et a ensuite passé du temps avec Washington et Carolina avant de prendre sa retraite en 2005. Connu pour sa ténacité et sa constance, il a gagné le respect dans les vestiaires pour sa discipline et son éthique de travail. En dehors du terrain, Ferrario était un homme de famille et un mentor. Il a soutenu les programmes pour les jeunes et a encouragé les jeunes athlètes à poursuivre leurs études en même temps que le sport. Ses amis et coéquipiers l'ont décrit comme accessible, terre-à-terre et loyal. Bill Ferrario laisse derrière lui sa femme Stéphanie, leurs enfants et un héritage en tant que lineman fiable et modèle. Son parcours de Scranton à la NFL reste un témoignage de persévérance et de force tranquille. Écrivez 47, son âge, ou écrivez RIP Bill Ferrario pour vous souvenir d'un joueur dont l'impact est allé au-delà du jeu. Jim Von Horst, un pilier du football professionnel et une figure clé de la dynastie des 49ers de San Francisco, est décédé le 17 septembre 2025 à l'âge de 63 ans. La carrière de Von Horst a été définie par son rôle de linebacker pendant l'âge d'or de l'équipe dans les années 1980. Il a joué dans plus de 100 matchs et a contribué à 3 championnats du Super Bowl, devenant l'un des piliers les plus fiables de la défense. Connu pour sa discipline et son leadership tranquille, il est devenu une figure respectée dans une équipe remplie de stars, prouvant que la fiabilité est aussi précieuse que le talent inné. Né à St. Cloud, Minnesota en 1962, il s'est fait connaître à l'Université du Minnesota, où ses performances l'ont consacré comme l'un des meilleurs linebackers du Big Ten. Le football était profondément ancré dans sa famille. Son frère jumeau Keith a également eu une carrière réussie dans la NFL, faisant du nom Von Horst un synonyme de force et de réussite. Après sa retraite, Jim est resté impliqué dans le sport tout en se consacrant à sa famille et à sa communauté. Ceux qui l'ont connu se souviennent de son humilité, de sa chaleur et de sa personnalité décontractée qui l'ont fait admirer bien au-delà du terrain. Jim Von Horst laisse derrière lui un héritage bâti sur le dévouement, le travail d'équipe et l'excellence tranquille, des qualités qui resteront dans l'histoire des 49ers et du sport lui-même. Si son jeu vous a déjà inspiré, partagez une pensée dans les commentaires. Vous pouvez écrire RIP Jim Von Horst ou simplement poster le numéro 63, son âge, comme un hommage discret au champion dont les fans se souviendront toujours. Charlie Kirk, militant conservateur, auteur et commentateur médiatique américain, est décédé le 10 septembre 2025 à l'âge de 31 ans. Kirk s'est fait connaître sur la scène nationale au début des années 2000 lorsqu'il a fondé Turning Point USA, une organisation dédiée à la promotion des valeurs conservatrices auprès des étudiants. En quelques années, l'organisation est devenue l'un des plus grands groupes politiques sur les campus universitaires. Connu pour ses compétences aiguisées en matière de débat et son utilisation stratégique des médias sociaux, il est devenu une figure reconnaissable dans les interviews télévisées et les rassemblements politiques, suscitant souvent des débats et recevant à la fois un fort soutien et des critiques acerbes. En plus de son activisme politique, Kirk a étendu son influence en tant qu'écrivain et diffuseur. Son livre The MAGA Doctrine a exposé sa vision du mouvement conservateur et son émission populaire Charlie Kirk Show a fourni des commentaires quotidiens sur la politique, la culture et les événements actuels. Né dans l'Illinois en 1994, Kirk a choisi de poursuivre une carrière politique plutôt que d'aller à l'université, se concentrant entièrement sur la transformation de Turning Point en une organisation reconnue à l'échelle nationale. Ses amis et collègues le décrivent comme discipliné, tenace et dévoué à sa cause. L'héritage de Charlie Kirk réside dans le mouvement qu'il a contribué à inspirer, donnant aux jeunes conservateurs une présence et une plateforme dans la politique américaine. Écrivez le numéro 31, son âge, ou écrivez simplement RIP Charlie Kirk pour vous souvenir d'un militant politique influent qui a laissé une marque durable sur la vie publique américaine.
Bernie Parent, le gardien de but qui a donné à Philadelphie certaines de ses plus belles années de hockey et a inspiré les fans par son talent et sa grâce, est décédé le 21 septembre 2025 à l'âge de 80 ans. Né le 3 avril 1945 à Montréal, il a fait ses débuts avec les Bruins de Boston dans les années 1960. Mais c'est à Philadelphie que sa légende s'est écrite. Rejoignant les Flyers à un moment crucial, il est devenu un pilier de l'équipe et le visage d'une équipe qui incarnait la résilience et la détermination. La domination de Parent a atteint son apogée au milieu des années 1970. En 1974 et 1975, il a aidé les Flyers à remporter 2 coupes Stanley consécutives, remportant chaque année le trophée Conn Smythe et le trophée Vezina. Sa saison de 47 victoires en 1973-1974 reste inégalée dans l'histoire des Flyers. Avec plus de 270 victoires en carrière et 104 blanchissages, il a été intronisé au temple de la renommée du hockey en 1984. Il a encadré de jeunes joueurs, inspiré d'innombrables jeunes grâce à des camps d'entraînement et des pratiques, et est resté profondément lié à la communauté de Philadelphie longtemps après sa retraite. L'histoire de Bernie Parent est une histoire de talent, de résilience et d'humilité. Son héritage se perpétue dans les records qu'il a établis, les titres qu'il a contribué à créer et les générations qui le considèrent toujours comme l'incarnation de la grandeur et du but. Pour les fans des Flyers, il sera à jamais le numéro 1. Écrivez 80, son âge, ou écrivez Art Bernie Parent pour vous souvenir d'un gardien de but dont le talent résonnera à travers l'histoire du hockey. Will Smith, la force incandescente derrière les plus grands succès d'Hollywood. Le pilote arrogant qui a défié l'extinction dans Independence Day. Le sentinelle en costume de minuit qui surveille l'inconnu dans Men in Black. Et le père célibataire en souffrance dont l'espoir a porté un enfant à travers la faim et la peur dans À la recherche du bonheur. Avec une facilité qui pouvait transformer le rire en larmes en une seule respiration, il a transformé le charisme en carburant de fusée et l'artisanat en révélation. Grimpant du charme voleur de scène à un trône parmi les noms les plus bancables et les plus aimés de l'industrie. Pendant des années, il a semblé inébranlable, un tremblement de terre de la puissance du box-office et un adorateur pour des millions de personnes qui mesuraient le courage à la puissance de son sourire. La couronne scintillait, le mythe grandissait et le monde continuait à regarder un gamin de West Philadelphia prouver encore et encore que la réinvention est une sorte de miracle. Mais les légendes ont des systèmes météorologiques que le public voit rarement. Sous le récit brillant se cache une biographie plus dure. Des trahisons qui ont caillé la confiance, des erreurs qui se sont métastasées en honte, des chagrins qu'aucun triomphe du week-end d'ouverture ne pouvait anesthésier. Son sourire, si célèbrement élastique, a souvent fait le gros du travail qu'un cœur verrouillé ne pouvait pas faire. Peu de gens ont senti le lest qu'il traînait derrière les blagues, l'inventaire privé des blessures qui refuse de cicatriser. C'est une vie pavée de victoires mais parsemée de tempêtes. Une saga qui demande sans ciller, une lumière aussi brillante peut-elle survivre à l'ombre qu'elle projette? Avant d'aller plus loin, si vous croyez que Will Smith fait partie des rares talents de notre époque, tapez sur « j'aime ». Pas comme un applaudissement pour la perfection, mais comme un petit salut à un homme qui a apporté de la joie tout en portant des poids que la plupart n'ont jamais vus. L'origine n'était pas des feux d'artifice, mais une fracture. Willard Carroll Smith Jr. est né le 25 septembre 1968 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Le deuxième de 4 enfants d'un père exigeant et d'une mère d'acier tranquille. Il a grandi aux côtés de sa sœur aînée Pamela et des jeunes jumeaux Harry et Helen dans un foyer de Winfield qui ressemblait de loin à une certitude de classe moyenne. Son père, Willard Smith Sr., ingénieur frigoriste, rentrait à la maison traînant avec lui l'odeur minérale de l'huile et du métal. Sa mère, Caroline Bright, administratrice d'école dévouée, apportait avec elle la poussière de craie et la grammaire constante de la discipline. Sur le papier, c'était la sécurité. En pratique, c'était une chambre de compression. Le patriarche croyait à l'ordre comme à un sacrement et à la conséquence comme à son exécuteur. La matriarche croyait aux livres, aux limites et au pouvoir plus solide de la patience.
Leur mariage était une ligne de faille. Le respect se mêlait à la volatilité, la tendresse était interrompue par des tremblements, et les enfants apprenaient tôt à cartographier une pièce en fonction du bruit que fait une porte lorsqu'elle se ferme. De cette tension, un artiste a commencé à se former. Un garçon qui décodait le danger en lisant les visages, qui transformait l'humour en armure et le rythme en évasion, qui découvrait que l'attention, bien chronométrée, gérée avec précision, pouvait changer la météo dans n'importe quel espace. Le futur prince frais se frayerait un chemin hors des pièces qui lui semblaient trop petites et rêverait vers des écrans qui semblaient incroyablement grands. Pourtant, même alors que le monde s'apprêtait à encenser le showman, l'étudiant privé de la peur et de l'amour prenait des notes qu'il paierait un jour. La question qui le suit dans chaque époque, artiste en tête des charts, comète de sitcom, souverain de blockbuster, artisan oint par les Oscars, n'est pas de savoir s'il peut se relever. Il le fait toujours, c'est de savoir si un parfum peut guérir les origines qui l'ont alimenté. Il avait 9 ans lorsque la pièce s'est fracturée, un cri a déchiré l'air, une main a flashé, sa mère s'est pliée, et un petit garçon bloqué sur place a senti son corps l'abandonner. Des années plus tard, il décrirait cet instant comme le sceau qui a brûlé son sens de soi. La preuve dans son esprit que la peur avait dépassé l'amour et l'avait laissé échouer au milieu. Il s'est raconté une histoire qu'il allait porter jusqu'à l'âge adulte, qu'il avait échoué à la personne qu'il voulait le plus protéger. Ce qui aurait dû être un refuge familial est devenu la scène d'une trahison privée, où l'admiration pour un père s'est transformée en confusion, en colère et en un silence qui a résonné pendant des décennies. Le monde applaudirait un jour son courage, il continuerait à se souvenir de l'enfant qui ne bougeait pas. Les Smiths n'étaient pas dans le besoin et leur quartier n'était pas l'adresse la plus difficile de la ville. Mais la sécurité ne s'achète pas et le calme n'est pas un poste budgétaire. La maison pouvait être de classe moyenne sur le papier et ressembler à une côte avant une tempête, brillante à la lumière du jour, dangereuse après le crépuscule. Alors, le garçon est allé chercher une météo plus douce. La lueur de la télévision est devenue un lever de soleil temporaire et les rythmes de batterie du hip-hop ont formé un pont hors de la pièce. Il a trouvé un outil. L'humour. S'il pouvait faire rire les gens, peut-être que l'air s'allégerait et que le plancher cesserait de trembler. La survie s'est transformée en performance, la performance s'est durcie en une identité. Le sourire qui allait un jour remplir les manèges a commencé comme un bouclier, le timing des blagues une sorte d'armure. La chute, un moyen de tenir le toit levé quelques minutes de plus à l'adolescence. Les fissures entre ses parents étaient devenues un canyon. La séparation est venue en premier. La fin juridique est arrivée beaucoup plus tard, finalisée en 2000. À ce moment-là, il était assez célèbre pour avoir besoin de déguisements dans les aéroports. Il vivait avec sa mère, Caroline, qui a choisi la constance plutôt que le spectacle et ne s'est jamais remariée. Elle était le pivot tranquille sur lequel sa vie a basculé, la voix constante au milieu des voyages, du bruit et du bourdonnement incessant de la célébrité. Pourtant, la constance ne pouvait pas annuler l'empreinte précoce. De nombreuses années plus tard, il admettrait que le moteur sous tout, la musique, la télévision, le cinéma, la chasse à des pièces de plus en plus grandes, était un seul vœu d'être assez fort, assez prospère, assez présent pour protéger la femme qu'il n'avait pas pu protéger à 9 ans. Chaque première, chaque week-end d'ouverture, chaque trophée avait une ombre. Dedans se tenait le même enfant, négociant toujours avec un chevalier qui ne voulait pas se réécrire. L'enfance ne l'a pas épargné. Elle l'a forgé. La peur est devenue l'attention. La culpabilité est devenue la motivation. La déception est devenue la discipline. Le paradoxe est cruel et courant. La même blessure qui fait mal peut aussi durcir. La même ecchymose qui palpite peut aussi enseigner. Il a appris à scanner une foule comme il avait autrefois scanné une cuisine, à réguler la température d'une pièce avec une blague, à sentir le moment avant qu'il ne se brise et à se pencher dessus avec charme. Ce qui ressemblait à un charisme sans effort était souvent la gestion de crise à Pristo.
La grâce sous un feu imaginaire, la joie fabriquée à la demande, un artiste qui pouvait tenir un public parce qu'il s'était entraîné à tenir une famille ensemble avec un sourire, puis vint la première ascension. Philadelphie au milieu des années 1980, un adolescent avec une énergie cinétique et un sourire assez large pour être confondu avec le soleil, a fait équipe avec son ami de quartier Jeffrey Towns, DJ Jazzy Jeff. Ensemble, ils ont construit une voie que le hip-hop n'avait pas encore entièrement pavée. Lumineux, ludique, assez propre pour les salons, assez spirituel pour les fêtes de quartier. Alors que d'autres disques pulsaient de colère, le leur invitait à la danse. Les parents ne se contentaient pas de le tolérer, ils l'aimaient. Soudain, le rap se présentait dans les banlieues, non pas comme une sirène d'alarme, mais comme un paillasson de bienvenue. À 20 ans, il vivait une version du rêve, des vidéos en rotation, des spectacles bondés, de l'argent apparaissant en nombre qui ressemblaient à des erreurs de frappe. Mais l'attention a un taux de change et l'approbation dans un trimestre peut vous coûter dans un autre. Les pairs hardcore le considéraient comme mou. Les critiques l'ont classé dans la catégorie trop commerciale. La piqûre a été d'autant plus vive en 1989 lorsque Jeff et lui ont remporté le premier Grammy Award de la meilleure performance rap avec Parents Just Don't Understand. Cela aurait dû être un couronnement sans ambiguïté. Au lieu de cela, la Recording Academy a refusé de diffuser la catégorie à la télévision. Des artistes influents ont organisé un boycott. Il a souri aux caméras et a tenu l'or, puis a quitté la scène dans un silence qui ressemblait à un verdict. Le triomphe est arrivé déguisé en léger affront. L'histoire a été écrite et le respect était absent de la salle. Le succès a également apporté une épreuve qu'il n'avait pas vue venir. L'abondance sans structure. L'argent neuf est arrivé comme une vague. Des voitures qui brillaient dans l'allée, des bijoux qui découpaient à la lumière dans la nuit, des fêtes qui s'étiraient jusqu'à l'horizon. Il avait à peine l'âge légal pour boire et soudain, il se trouvait au centre d'un univers qu'il n'avait regardé qu'à la télévision. Ce que personne n'enseigne à la fête, c'est la comptabilité. Ce que personne ne crie par-dessus la musique, c'est que le gouvernement tient un calendrier impeccable. Au début des années 1990, il était sous l'OICO, des factures d'impôts comme des encres, des actifs qui disparaissaient plus vite que les contrats ne pouvaient bien les remplacer. Les gros titres ne parlaient pas de leçons, ils parlaient de faillite. En privé, il l'a dit plus simplement. Le gamin, avec un disque à succès et un trophée brillant, avait maintenant les poches vides et une très longue note à payer. L'effondrement a été une leçon de gravité. Le talent peut ouvrir les portes en grand. La discipline les empêche de se refermer sur votre visage. La célébrité peut donner l'impression d'être en sécurité jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. L'argent peut sonner comme la liberté jusqu'à ce que les relevés arrivent. Il a appris à quelle vitesse un récit se retourne, passant de chouchou à avertissement, d'exemple à conte moral chuchoté lors des dîners de label. Il a appris que le même charisme qui remplit les arènes ne peut pas négocier avec les mathématiques. Et il a appris, de la manière la plus douloureuse, que l'humiliation voyage plus vite que l'espoir et dure plus longtemps. Pourtant, le garçon qui s'était figé à 9 ans était maintenant un homme qui refusait de le faire à nouveau. Il a étudié l'épave, il a cartographié les erreurs, il a reconstruit l'échafaudage, l'éthique du travail, les budgets, de nouveaux objectifs avec des labels plus discrets. Il a tiré fierté non pas comme un vernis pour la honte, mais comme un contrepoids à celle-ci. Si l'histoire devait être la sienne, il l'écrirait. Il a commencé à comprendre que la résilience n'est pas un miracle, c'est un système, des habitudes, des mentors, de meilleures pièces, de meilleures questions, moins de oui qui devraient être des non. Il a affiné l'instrument qui avait autrefois servi de bouclier et l'a transformé en une lame. Précis, professionnel, implacable. Pendant ce temps, les anciens vœux bourdonnaient en dessous. Protégez votre mère, dépassez le chevalier, soyez tellement indéniable que personne ne puisse se méprendre sur votre valeur, même s'il refuse de la diffuser à la télévision. Faites en sorte que la foule se sente en sécurité parce que vous ne l'avez pas été autrefois. Construisez une vie assez grande pour contenir les gens que vous aimez et l'enfant que vous étiez. Il faudrait des années pour que le monde voie clairement cette architecture
Et même alors, beaucoup la considéreraient à tort comme de l'ego plutôt que de l'ingénierie, comme du spectacle plutôt que de la survie. Avec le temps, les opportunités frapperaient avec l'insistance du destin, des portes inattendues, de nouveaux supports, des deuxièmes chances déguisées en audition. Mais avant que tout cela ne puisse se produire, il devait faire face à l'équation la plus élémentaire: que la gloire acquise sans garde-fou est un prélude à une chute et que la seule façon d'avancer est d'avoir les deux mains sur le volant. Le chapitre suivant ne s'est pas annoncé avec des trompettes. Il s'est présenté comme un rythme qu'il savait déjà comment surfer. Stable, prometteur, juste assez d'espace pour respirer et à poser une question familière. Êtes-vous prête à transformer cela en quelque chose qui dure? Et puis, presque doucement, le destin a frappé au cadre. En 1990, au bord de l'effondrement, Will a reçu une invitation du légendaire Quincy Jones. Lors d'une fête grouillant de stars, Quincy l'a regardé droit dans les yeux et a exigé une audition pour un rôle dans une sitcom, juste là, dans le salon. Will s'est figé, il n'était pas prêt. Pas de script, pas de répétition, mais Quincy a insisté: fais-le maintenant. Saisis ta chance ou elle disparaîtra. Et ainsi, avec rien d'autre que son instinct brut et son désespoir, Will a joué sur place. Le salon est devenu une scène. Le silence est devenu un projecteur. Et en ces quelques minutes, son charisme a illuminé la pièce comme un éclair. Le destin l'a choisi, le rôle était le sien. Du jour au lendemain, il est passé du statut de rappeur fauché à celui de visage d'un nouveau phénomène culturel, le Fresh Prince de Bel-Air. C'était plus qu'une seconde chance, c'était une résurrection. Des cendres du rejet, des ruines de la dette et de la honte s'est élevée une nouvelle étoile, non seulement un prince de Bel-Air, mais un prince du destin lui-même. Ce qui a commencé comme des rires et du rap était maintenant devenu de l'histoire et de la télévision. Et Will Smith a appris une vérité qui allait guider sa vie à jamais. Que même dans la chute la plus crue, si vous osez faire un pas en avant, le destin peut encore vous couronner. Hollywood a placé sa couronne la plus brillante sur sa tête, mais ce qui brillait sous les projecteurs coupait souvent comme une lame dans l'obscurité. Will Smith portait cette couronne, éblouissant des millions de personnes. Pourtant, chaque joyau portait un poids caché. Des rires du Fresh Prince de Bel-Air au tonnerre rugissant du cinéma à succès, il s'est élevé comme un roi du box-office dans les années 1990. Bad Boys a allumé la mèche, Independence Day a fait de lui le sauveur du monde, et Men in Black a gravé son visage dans la culture pop mondiale. Pour des millions de personnes, il était inarrêtable, charmant, intrépide, l'homme qui pouvait sauver l'humanité avec un sourire. Mais derrière ce sourire, les tempêtes faisaient rage et l'ascension vers la gloire s'accompagnait d'ombres que personne d'autre ne pouvait voir. La célébrité lui a donné du pouvoir, mais elle a aussi construit une cage autour de lui. Le monde exigeait un héros sans tache, toujours spirituel, toujours rayonnant, jamais brisé. Les critiques l'ont rejeté comme étant trop poli, trop artificiel, comme si l'authenticité et la joie étaient des défauts. Chaque sourire sur le tapis rouge était lourd, un masque cachant un homme qui aspirait à être vu au-delà de l'image. J'avais l'impression que quoi que je fasse, a-t-il admis plus tard, les gens ne voyaient que l'image, pas la personne. Pour une star qui a tant donné au monde, l'invisibilité était la punition la plus cruelle de toutes. Cherchant à faire ses preuves, Will s'est tourné vers la profondeur, s'éloignant des blockbusters qui plaisaient à la foule pour incarner Muhammad Ali dans Ali 2001. La transformation ne l'a pas seulement mise au défi, elle l'a presque brisé. Jouer un homme plus grand que nature, un guerrier culturel, une icône mondiale, signifiait porter non seulement les gants d'Ali, mais aussi son feu, ses cicatrices et le poids de l'histoire elle-même. Will a poussé son corps à la limite. Des heures interminables dans la salle de sport jusqu'à ce que ses muscles hurlent, des combats jusqu'à ce que les bleus peignent ses côtes, entraînant sa voix jusqu'à ce qu'elle se fissure. Le sommeil était rare, l'épuisement constant. Ses jours étaient consumés par un cycle de sueur, de douleur et de répétitions incessantes. Chaque coup de poing n'était pas seulement une chorégraphie, c'était de l'agonie. Chaque ligne, répétée sous le regard impitoyable des critiques et des fans, donnait l'impression d'être jugé. Chaque jour est devenu une guerre contre son propre corps, contre ses propres doutes.
La performance lui a valu une nomination aux Academy Awards, mais elle l'a laissé vider, marqué par le tribut qu'il a dû payer pour prouver qu'il était digne de canaliser la grandeur d'un autre homme. Les applaudissements ont été tonitruants, mais seul Will en connaissait le coût. Les nuits de douleur, la peur de ne jamais pouvoir échapper à l'ombre d'Ali, puis est venue la recherche du bonheur. 2006. Ce n'était pas un rôle ordinaire, c'était un souvenir. Alors qu'il jouait Chris Gardner, un père écrasé par la pauvreté mais se battant pour son enfant, Will ne faisait pas que jouer, il rouvrait de vieilles blessures. Chaque regard désespéré, chaque supplique tremblante était enraciné dans un vœu fait par un garçon de 9 ans qui s'était figé lorsqu'il avait vu sa mère se faire frapper. À l'écran, la promesse est revenue. Ses enfants n'endureraient jamais ce qu'il avait enduré. Les larmes qui coulaient sur son visage n'étaient pas de la performance, c'étaient des souvenirs, c'étaient des cicatrices qui avaient attendu des décennies pour être libérées. Le film lui a valu une autre nomination aux Oscars et le respect des critiques. Mais plus important encore, il lui a apporté une sorte de guérison qu'aucun prix ne pouvait égaler. Pour Will Smith, le cinéma était devenu plus qu'un art. C'était une survie, une façon de saigner sa douleur dans la lumière. Et pourtant, même les rois portent des blessures qui ne se referment jamais. La carrière de Will porte le fantôme de choix non réalisés. Il a refusé le rôle de Neo dans Matrix, une décision qui l'a hanté alors que le film redéfinissait le cinéma pour une génération. Plus tard, il a refusé Django Unchained de Quentin Tarantino, hésitant face à sa brutalité, pour ensuite regarder un autre acteur s'emparer de la gloire. Ce n'était pas de simples faux pas de carrière. C'était des cicatrices de ce qui aurait pu être, des blessures qui chuchotaient des vies alternatives qu'il ne vivrait jamais. J'ai fait de mauvais choix, a-t-il avoué. Et parfois, je me demande ce qui aurait pu être. Malgré toutes ses victoires, il n'était pas à l'abri de la piqûre du regret, puis vint la rédemption. King Richard 2021 lui a donné un rôle qui n'était pas seulement un personnage, mais un miroir. En tant que Richard Williams, le père imparfait mais implacable de Vénus et Serena, Will a trouvé un reflet de son propre parcours. Imparfait, farouchement protecteur, désespéré de protéger sa famille des tempêtes, chaque scène était à la fois performance et confession. Lorsqu'il a finalement remporté l'Academy Award du meilleur acteur en 2022, c'était plus que les applaudissements d'Hollywood, c'était une justification. Après des décennies de rire, d'action, de triomphe et de doute, le garçon qui cachait autrefois la peur derrière des blagues s'est tenu debout comme un homme dont l'âme commandait la scène. Pour cette nuit-là, la couronne était la sienne. Le monde n'a pas seulement vu la star, il a vu l'homme, le père, l'âme, la légende. Sa victoire n'était pas un trophée. C'était la preuve que les cicatrices peuvent briller plus que les couronnes, que la douleur peut forger la grandeur, et que même sous le poids le plus lourd, un homme peut se relever incassable. Il faut toute une vie pour atteindre le sommet, mais parfois il ne faut que quelques secondes pour tomber. Et le 27 mars 2022, Will Smith a finalement atteint le sommet qu'il avait poursuivi pendant plus de 3 décennies. Après des années de rire qui masquaient la douleur, de blockbusters qui portaient le poids des attentes, de rôles qui gravaient des cicatrices dans son corps et son âme, il s'est tenu debout, tenant la statue dorée dont rêvent tous les acteurs. L'Academy Award du meilleur acteur, enfin le sien. L'ovation a tonné comme une tempête secouant les murs, des vagues d'applaudissements s'abattant sur lui comme si le monde lui-même s'inclinait en signe de reconnaissance. À ce moment-là, le garçon de West Philadelphia, qui cachait autrefois la peur derrière des blagues, était devenu l'homme couronné par Hollywood avec son plus grand honneur. Sa vie de lutte, de sueur et de persévérance s'était cristallisée en un triomphe pur. Mais plus la couronne est haute, plus son tranchant est aiguisé. Dans la même salle, sous les mêmes lumières, le triomphe qui aurait dû sceller son héritage a plutôt infligé sa blessure la plus crue. Le projecteur qui l'avait couronné est devenu brûlant, et en un clin d'œil, l'histoire a dévié de sa trajectoire. Cela s'est passé en quelques secondes, une blague sur Jada Pinkett Smith a traversé l'air. Will s'est levé de son siège, le visage tendu de fureur, et s'est dirigé vers la scène. Et puis, devant des millions de téléspectateurs en direct, sa main a frappé Chris Rock au visage.
Le son a craqué dans le Dolby Theatre, plus fort, plus aigu, plus choquant que n'importe quel applaudissement. Des halètements ont éclaté, des yeux se sont écarquillés et en quelques instants, le silence a avalé la salle. À cet instant, le miracle de la victoire s'est effondré sous le poids de l'infamie. Ce qui avait été la nuit de son couronnement est devenu la nuit de son procès le plus brutal. La chute n'a pas été graduelle ni miséricordieuse, elle a été soudaine, dévastatrice et témoignée par le monde entier. Le coup a été dévastateur. L'Académie lui a interdit d'assister aux Oscars ou à tout événement de l'Académie pendant 10 ans. Il a démissionné de l'Académie. Les films déjà en cours de réalisation ont été interrompus. Les studios se sont repliés dans le silence. La carrière qui semblait autrefois inébranlable tremblait maintenant comme du verre sur le point de se briser. En quelques secondes, des décennies de respect ont été éclipsées. Une vie d'honneur a été obscurcie par un seul manque de contrôle. Des secondes d'impulsion avaient volé des années d'héritage. Et puis est venu le silence. Pas le silence doux du repos, mais le silence suffocant qui suit un tremblement de terre. Après que les lumières se soient atténuées et que les acclamations se soient évaporées, Will s'est tenu seul dans l'ombre de ses propres actions. Les applaudissements qui l'avaient soulevé quelques minutes plus tôt avaient disparu. À leur place, il y avait un vide si lourd qu'il ressemblait à un exil. Il a avoué plus tard que c'était une cicatrice à vie. Et ce n'était donc pas une blessure que les caméras pouvaient capturer, mais un poids invisible qui pesait sur sa poitrine nuit après nuit. Le monde avait vu l'acte. Seul lui a enduré son écho. Les jours se sont fondus dans les nuits, hantés par la répétition, par le son qui n'arrêtait pas de résonner dans son esprit. Le sommeil est devenu un étranger. Des questions le rongeaient sans cesse. Pourquoi ne me suis-je pas arrêté ? Comment ai-je pu laisser faire ? Il portait non seulement la honte de la gifle, mais aussi l'agonie plus profonde de savoir qu'il avait blessé plus d'une personne. Son ami, ses pairs, ses fans et lui-même. La couronne pour laquelle il s'était battu toute sa vie ressemblait maintenant à des chaînes. Chaque moment de triomphe était éclipsé par un souvenir auquel il ne pouvait échapper. Une seule nuit, rejouée comme une scène qui refusait de s'effacer de l'écran de son âme. Pourtant, il ne s'est pas caché. Il s'est présenté devant le monde non pas comme le Fresh Prince ou le roi du box-office, mais comme un homme mis à nu à la recherche de la rédemption. À maintes reprises, il a parlé. Déclaration publique, réflexion larmoyante, confession qui tremblait de regret. « J'ai eu tort », a-t-il dit, « j'ai blessé des gens et je le regrette profondément ». Sa voix ne portait aucune arrogance, seulement la fragilité de quelqu'un qui porte une honte plus lourde que n'importe quel trophée. Les excuses ne pouvaient pas réécrire le moment, mais elles ont révélé un homme prêt à l'affronter, à supporter la douleur au lieu de la nier. Ce n'était pas le Will Smith que le public pensait connaître. Pendant des décennies, il avait été le sauveur souriant, le héros intrépide, le père qui transformait les blessures en sagesse à l'écran. Maintenant, il était vu non pas comme une légende intouchable, mais comme un homme fragile, imparfait et plein de remords. Peut-être pour la première fois, son humanité a éclipsé sa célébrité. La leçon a été brutale, mais elle s'est étendue bien au-delà d'un seul homme. C'était un rappel à des millions de personnes. Le contrôle des émotions l'emporte sur la poursuite de toute couronne. La maîtrise de soi est supérieure à la maîtrise de la scène. Sa chute n'était pas simplement la sienne. C'était un miroir pour tous ceux qui regardaient, montrant à quelle vitesse la grandeur peut se fracturer, à quel point la ligne est mince entre le triomphe et la tragédie. Et pourtant, les cicatrices ne se contentent pas de marquer, elles enseignent. La cicatrice de Will est devenue un professeur, le forçant à lutter contre l'ombre à l'intérieur de lui. Chaque excuse n'était pas seulement adressée au monde, mais aussi à l'homme dans le miroir, l'homme qui ne pouvait échapper au souvenir de cette nuit-là. Son héritage peut porter la gifle, mais il porte aussi quelque chose de plus profond. L'histoire d'un homme qui a trébuché publiquement, a porté le poids de la honte et a tout de même cherché à se relever. Le paradoxe du 27 mars 2022 reste obsédant. La même nuit qui l'a couronné l'a aussi blessé, mais c'est peut-être l'essence même de la véritable grandeur,
Non pas l'absence d'erreur, non pas l'illusion de la perfection, mais le courage d'affronter nos moments les plus sombres, d'apprendre et de les transformer en lumière. Sa victoire aux Oscars et sa cicatrice des Oscars resteront à jamais côte à côte. La preuve que la gloire peut éblouir, mais seule la discipline perdure, et que même dans nos chutes les plus basses, la rédemption peut encore être trouvée. Et qu'en est-il de l'amour? Et qu'en est-il de la famille? Les forces même si étroitement liées à cette image aux Oscars. Pour comprendre l'homme qui s'est brisé sous les projecteurs, nous devons revenir au début des années 1990, lorsqu'il a fait face à la première blessure profonde de son cœur. Le genre de blessure qu'aucun applaudissement ne pourrait jamais guérir. En 1992, au plus fort de son ascension dans Le Prince de Bel-Air, Will Smith a semblé entrer dans une saison où la vie lui offrait non seulement la célébrité, mais aussi l'épanouissement. Sur le plateau de son succès, il a trouvé une autre sorte de scène lorsqu'il a rencontré l'actrice Shiri Zampino. Leur romance éclair a été rapide, pleine du genre d'espoir qui fait croire à deux jeunes icônes rêveurs qu'ils peuvent construire un monde ensemble. À l'abri des ombres, la même année, ils ont échangé leurs vœux et pour la première fois de sa vie, Will a cru qu'il avait obtenu non seulement un public, mais aussi un foyer. Plus tard cette année-là est venu le moment qui l'a marqué à jamais. Un père pour la première fois. Lorsque leur fils Trey est né, Will l'a tenu dans ses bras avec des mains tremblantes et un cœur débordant. La chambre d'hôpital a semblé plus lumineuse, le monde extérieur plus silencieux, comme si le temps lui-même s'arrêtait pour honorer l'arrivée de cet enfant. Pour Will, cette petite main qui s'enroulait autour de son doigt n'était pas seulement la vie, c'était la rédemption. Dans le premier cri de Trey, il a entendu le silence de ses propres peurs d'enfance. Dans le rythme cardiaque fragile de Trey, il a senti la promesse que le cycle des foyers brisés dont il avait été témoin dans son enfance prendrait finalement fin avec lui. Il réfléchirait plus tard que tenir Trey pour la première fois était la victoire la plus pure de sa vie. Plus grand que l'or d'un Grammy, plus grand que la gloire d'un succès au box-office. Aucun public, aucune ovation, aucun succès en tête des charts ne pouvait se comparer à ce moment. Pendant un certain temps, il a semblé qu'il avait trouvé l'équilibre qu'il avait toujours désiré. Des rires dans le salon, de l'amour à table, le genre de joie ordinaire qui pouvait apaiser même les échos les plus sombres de son passé. Mais le projecteur est un compagnon jaloux. Et derrière sa lueur, les ombres grandissaient. Les longues nuits sur le plateau, les voyages interminables, l'attrait enivrant de la célébrité, tout cela pesait sur un mariage encore fragile et nouveau. Shiri se souviendrait plus tard qu'Hollywood n'a jamais frappé avant d'entrer dans leur maison. Elle s'y est simplement installée, exigeant une attention qui aurait dû appartenir à la famille. Will, à peine âgé de 20 ans, était tiraillé dans deux directions, vers l'arc ascensionnel de la célébrité et vers la responsabilité tranquille de la paternité. Au début, les fissures n'étaient que des murmures. Un dîner manqué ici, une histoire du soir écourtée là, un appel téléphonique qui s'est terminé trop rapidement, mais à chaque absence, le silence devenait plus lourd. La même maison autrefois remplie des rires de Trey et de l'émerveillement des nouveaux parents résonnait maintenant d'une tension tacite. En 1995, seulement 3 ans après avoir promis l'éternité, les vœux se sont défaits. Le divorce n'était pas seulement une paperasse, c'était l'effondrement d'un rêve que Will avait juré de protéger lorsqu'il était enfant. Lorsqu'il était enfant, il était resté figé pendant que ses parents se disputaient, jurant qu'il ne laisserait jamais l'histoire se répéter. Pourtant, il était là, regardant la même histoire se dérouler, cette fois de ses propres mains. Il admettrait plus tard avec une honnêteté brûlante. Le divorce a été l'échec ultime pour moi. La douleur n'était pas la sienne seule. Pour Shiri, c'était le crève-cœur de réaliser que l'amour n'était pas suffisant pour rivaliser avec un monde qui exigeait l'âme de son mari. Pour Trey, qui n'était qu'un bambin, c'était une confusion qui s'est transformée en crève-cœur. Will n'oublierait jamais le jour où il a essayé d'expliquer pourquoi la maison ne signifierait plus la même chose. Les yeux grands et interrogateurs de Trey, la petite main qui s'accrochait autrefois à son doigt, s'éloignant maintenant. Ces images se sont gravées dans la mémoire de Will. Des années plus tard, il a avoué que ce regard l'avait hanté plus que toute critique, plus que toute déception au box-office.
Ce qui s'est brisé en 1995 n'était pas seulement un mariage, c'était l'illusion que le succès pouvait protéger contre le chagrin. Les rires qui remplissaient autrefois leur maison ont été remplacés par des pièces silencieuses, par des calendriers de garde, par des nuits où Will s'asseyait seul à rejouer chaque choix qu'il avait mené ici. Pour lui, l'effondrement n'était pas simplement une fin juridique, c'était la rupture d'un vœu à lui-même, à sa famille, au petit garçon qu'il était autrefois. Et cela a laissé une cicatrice qu'aucun projecteur, aucun applaudissement, aucun triomphe ne pourrait jamais effacer. La blessure la plus profonde, cependant, n'était pas le mariage brisé, c'était la distance croissante avec son fils. Trey, pris entre deux mondes, a commencé à dériver et le lien qui semblait autrefois inébranlable est devenu fragile. Le garçon qui s'était autrefois endormi sur la poitrine de son père s'est maintenant éloigné de son étreinte. Will s'est souvenu plus tard de la piqûre de ces moments, se tenant à quelques mètres seulement de son fils mais se sentant comme si des kilomètres les séparaient. Il pouvait remplir des stades de rire, commander l'adoration de millions de personnes. Pourtant, il ne pouvait pas invoquer la simple confiance de son propre né d'enfant. Le silence entre eux était plus fort que n'importe quelle ovation. Et aucun tapis rouge, aucun prix, aucun rire enregistré ne pouvait combler la douleur de cette absence. Le temps, bien qu'impitoyable, lui a offert une seconde chance. Lentement, douloureusement, Will a commencé à reconstruire ce qui avait été perdu. Ce n'est pas venu par de grands gestes ou des scénarios hollywoodiens, mais par la présence, en se présentant, en écoutant, en attendant que Trey rouvre la porte. Des mots qui avaient été enfermés pendant des années se sont finalement libérés. Des aveux de regret, de désir, d'amour, trop souvent laissés non dits. Et Trey, avec le temps, a répondu non pas avec des discours, mais avec de petits actes précieux de pardon. Un rire partagé, une étreinte rendue, un moment tranquille qui disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Le père et le fils ne se sont pas réconciliés sous les feux de la rampe. Mais dans la résilience tranquille de l'amour restauré, deux cœurs ont retrouvé leur chemin à travers le pont que la célébrité avait autrefois brûlé. Pourtant, la cicatrice n'a jamais disparu. Ce premier mariage a laissé une marque qu'aucun projecteur ne pouvait effacer. Il a gravé dans le cœur de Will une vérité qu'il porterait pour le reste de sa vie. Le succès dans le monde ne signifie rien si vous échouez à la maison. L'héritage ne se mesure pas en trophées, ni en gros titres, ni en chiffres au box-office. Il se mesure dans le cœur de nos enfants. Et c'est cette blessure, sa blessure la plus personnelle, qui façonnerait chaque choix qu'il ferait en amour, en famille et dans la tempête qui attendait encore à l'horizon. En 1997, 5 ans après l'effondrement de son premier mariage, Will Smith a cru qu'il avait trouvé non seulement un nouveau départ, mais le destin lui-même, la femme qui lui apporterait force, enfants et peut-être la paix qu'il avait longtemps recherchée. Cette année-là, il a épousé l'actrice Jada Pinkett, une femme d'une indépendance farouche, d'un talent brut et d'une présence magnétique. Ensemble, ils se sont élevés comme l'un des couples les plus admirés d'Hollywood. Beau, puissant, apparemment inébranlable. En quelques années seulement, leur famille s'est agrandie. Jaden est né en 1998, Willow a suivi en 2000. Pour le monde, ils étaient la royauté, l'image parfaite de la force et de l'héritage. Pour Will, cela ressemblait à un salut, une seconde chance de construire la maison qu'il avait autrefois vue s'effondrer lorsqu'il était enfant. Ces premières années ont scintillé de promesses. Leur maison était vivante avec les rires des enfants et la chaleur des joies ordinaires qu'aucun prix ne pouvait égaler. Will se rappelait souvent les premiers pas hésitants de Jaden sur le sol du salon. La façon dont la petite voix de Willow remplissait la maison alors qu'elle se berçait pour s'endormir. Les nuits où ils s'asseyaient au chevet de leur lit à lire des histoires jusqu'à ce que sa propre voix se brise d'émotion. Au-delà des murs de leur maison, les tapis rouges et les flashs des appareils photos les couronnaient comme la royauté d'Hollywood. Mais derrière ces portes, ils étaient simplement des parents pris dans le beau chaos d'élever une jeune famille. Pour Will, Jada était plus qu'une partenaire. Elle était une force. Il disait souvent qu'elle lui donnait une force différente, une force qui exigeait non seulement le succès, mais la transformation.
Elle remettait en question ses idées, repoussait ses limites et se tenait sur un pied d'égalité dans un monde qui essayait constamment de les mettre sur un piédestal. Leur amour semblait prouver que même sous le projecteur le plus brillant et le plus impitoyable d'Hollywood, la famille pouvait s'épanouir, le partenariat pouvait durer et l'amour pouvait durer. Aucune histoire d'amour hollywoodienne, aussi rayonnante soit-elle, n'est exempte d'ombre. Avec le temps, les frictions privées ont rencontré le bruit public. Des rumeurs de mariage ouvert, des questions sur les limites et deux fortes personnalités tiraillées entre la liberté et la sécurité. Will et Jada parlaient souvent de construire leur lien sur une honnêteté radicale plutôt que sur les apparences, mais l'honnêteté sans bord doux peut couper. En 2020, Jada a décrit publiquement ce qu'elle a appelé une intrication, une relation amoureuse pendant une période où Will et elle étaient séparés. Le mot est devenu une tempête, mais le temps plus profond était déjà là. Des besoins concurrents, des blessures non guéries et la tension de vivre sous un microscope. Pendant que les caméras tournaient, Will était assis à côté d'elle en silence. Ses yeux montraient un homme luttant non seulement contre les gros titres, mais aussi contre la douleur d'une confiance mise à rude épreuve et d'une fierté blessée. Derrière le rideau, la vérité était encore plus lourde. Depuis 2016, ils vivaient séparés, mariés mais séparés, liés mais brisés, pris dans des limbes qui laissaient à la fois l'amour et la douleur sans frontières sombres claires. Pour Will, la blessure était la peur et la responsabilité. Un vieil instinct de protéger et de réparer, entrant en collision avec l'humiliation de ne pas avoir réussi à garder sa maison entière. Pour Jada, c'était l'invisibilité et l'identité, le besoin d'être vue comme elle-même, et pas seulement comme la femme d'une star mondiale. Ni l'un ni l'autre n'avaient entièrement raison ou entièrement tort. Les deux ont fait des choix qui ont blessé. Il continuait de l'appeler l'amour de sa vie, même s'il admettait que leur union était un voyage brutal et magnifique. Elle parlait de se sentir invisible et de chercher un sens au-delà de l'ombre de la célébrité. La rupture n'est pas née d'un seul acte, mais d'années d'attente mal assorties, d'un examen minutieux incessant, de frontières floues et de conversations arrivées trop tard. Reconnaître cette complexité n'excuse pas la douleur. Elle se contente de la nommer. Le poids ne leur étant pas tombé uniquement sur les épaules, leurs enfants en ont également porté une partie. Willow a parlé de s'effondrer sous la pression de la célébrité et du bruit autour de sa famille. Jaden, encore adolescent, a exprimé le désir de se retirer et de se définir selon ses propres termes. La maison avait de l'amour, mais elle avait aussi du mauvais temps. Des jours de chaleur et des jours de tempête. En montrant leurs fractures ouvertement, Will et Jada n'ont pas offert un modèle à imiter. Ils ont offert un miroir à considérer. La leçon n'est pas que le fait de repousser les limites ou de se confesser publiquement est héroïque. C'est plus silencieux et plus difficile que cela. L'amour exige du soin, de la clarté et de la retenue. L'honnêteté a besoin de compassion. Et même les partenariats les plus solides peuvent se briser lorsque les besoins ne sont pas exprimés. Et la douleur n'est pas guérie. Et pourtant, à travers toutes les tempêtes, un lien est resté. Will a appelé Jada sa partenaire de vie, une expression qui tord la tradition, mais révèle une résilience que peu pourraient imaginer. Ils ne déguisent jamais leurs fractures. Au lieu de cela, ils laissent le monde les voir. Bruts, imparfaits, humains. Ce faisant, ils sont devenus moins une image à idolâtrer et plus un miroir. La preuve que même les mariages les plus éblouissants peuvent être fragiles, compliqués, des œuvres inachevées en cours. Pour Will, le paradoxe de Jada est inévitable. Elle est l'amour qui le soulève et la blessure qui l'humilie, le sanctuaire qui l'abrite et le champ de bataille qui le marque. Se tenir à ses côtés a été à la fois un triomphe et une épreuve, à la fois une force et un abandon. Et c'est peut-être là que réside la vérité de l'amour. Non pas dans la perfection, mais dans la persévérance. Pas dans une vie sans douleur, mais dans le choix de continuer à marcher même lorsque le chemin est profondément coupé. Ce deuxième mariage n'a pas accordé à Will le conte de fées dont il avait autrefois rêvé. Il lui a donné quelque chose de plus dur, de plus brut, mais peut-être de plus réel. Une compagne dont la présence a façonné à la fois sa grandeur et son chagrin, dont l'amour l'a brisé et refait à parts égales. Et c'est cet amour même, féroce et compliqué,
qui a saigné dans la nuit des Oscars en 2022 lorsque la dévotion, la frustration et les blessures non guéries ont convergé en un seul acte sous les lumières les plus brillantes. En ce sens, leur histoire n'est pas seulement celle de deux personnes. Il s'agit de la façon dont l'amour, avec toutes ses contradictions, peut nous construire et nous défaire, nous couronner et nous blesser, souvent dans le même souffle. Il n'y a pas de scénario pour le moment où vous apprenez que votre père, la source de vos cicatrices et de votre force, n'a plus que quelques mois à vivre. En 2016, Will Smith a été forcé de faire face à une vérité plus dévastatrice que n'importe quel titre de journal. Son père, Willard Carroll Smith Sr., avait été diagnostiqué avec un cancer en phase terminale. Les médecins ont dit qu'il ne restait que quelques mois. Pour Will, la nouvelle a frappé comme un écho d'une histoire inachevée. C'était l'homme qui lui avait enseigné la discipline, l'éthique du travail et la résilience. Et pourtant aussi l'homme dont les accès de violence avaient marqué son enfance, le laissant avec une culpabilité et une peur qu'il a portée pendant des décennies. L'amour et le ressentiment avaient toujours vécu côte à côte dans leur relation. Deux forces qui ne se sont jamais réconciliées. Maintenant, alors que le temps s'écoulait, il a été confronté à la question impossible. Comment dire au revoir à quelqu'un qui est à la fois votre fondation et votre blessure ? Dans ces derniers mois, Will s'est souvent assis au chevet de son père. La dynamique du pouvoir avait changé. N'étant plus le garçon terrifié qui se figeait autrefois en silence, il était maintenant un homme adulte déterminé à trouver la paix. Des conversations se sont déroulées tranquillement sur la vie, sur les regrets, sur les étranges façons dont l'amour et la douleur avaient toujours marché ensemble dans leur famille. Will a dit plus tard que ces heures avaient tout réduit à la vérité, que le pardon ne consistait pas à effacer le passé, mais à choisir quelle partie de celui-ci porter de l'avant. Lorsque son père est finalement décédé, c'était une perte qu'aucun applaudissement ne pouvait adoucir, mais cela a aussi laissé un cadeau paradoxal, la chance de libérer la colère et de s'accrocher à la gratitude. Will a choisi de se souvenir de la force que son père avait inculquée, les leçons qui l'ont façonné tout en déposant la haine qui avait pesé sur lui depuis son enfance. Dans le chagrin, il a trouvé une mesure de guérison et dans cette guérison, il a découvert une vérité qui dépasse sa propre histoire. Parfois, la plus grande liberté n'est pas dans la victoire, mais dans le pardon. Il y a des victoires qui remplissent en pente les stades et puis il y a des victoires qui se produisent dans le silence d'une chambre d'hôpital. En 2019, Will Smith a été confronté à l'une des vérités les plus sobres de sa vie lors de ce qui était censé être un contrôle de routine. Une coloscopie a révélé un polype précancéreux. Les médecins l'ont enlevé rapidement, lui assurant que le danger était passé. Mais l'ombre qu'il a projetée était bien plus grande que la croissance elle-même. Pour Will, dont le père était décédé seulement 3 ans plus tôt d'un cancer, la découverte était plus que médicale. Elle était existentielle. Il ne pouvait pas chasser cette pensée. Partagerais-je son sort ? Mes enfants se tiendraient-ils un jour à mon chevet comme je me suis tenu au sien ? Sous les lumières stériles de l'hôpital, l'image d'invincibilité qu'il avait portée pendant des décennies s'est brisée. Pour un homme qui a construit sa vie sur la force, le charme et une énergie sans fin, la nouvelle a été un rappel brutal. Même les légendes sont faites de chair et la chair est fragile. Il a admis plus tard que l'expérience l'avait forcé à repenser ce que signifiait vraiment la santé. Il ne s'agissait plus d'apparence. Il s'agissait de survie, de discipline et de gratitude pour le corps qu'il avait porté à travers des décennies de tempêtes. 2 ans plus tard, en 2021, le monde a vu une autre couche de vulnérabilité. Will a lancé une série YouTube intitulée Best Shape of My Life, dans l'intention de faire la chronique de son voyage pour perdre du poids et retrouver sa forme physique. Ce qui a commencé comme un défi est rapidement devenu quelque chose de beaucoup plus brut. Les caméras ont capturé non seulement ses pompes et sa sueur, mais aussi sa frustration, sa lassitude, ses doutes. Sous les feux des projecteurs, le Fresh Prince a disparu. À sa place se tenait un homme luttant contre son propre reflet, exposé d'une manière qu'un scénario ne pourrait jamais contrôler. Dans un épisode, il a admis que des pensées sombres s'étaient insidieusement introduites. La preuve passagère mais obsédante que même un homme adoré par des millions de personnes pouvait lutter contre les ombres en silence.
Certains téléspectateurs ont été choqués, mais pour beaucoup, c'est devenu un miroir. La vulnérabilité ne diminue pas la grandeur, elle l'humanise. La même année, il a publié ses mémoires simplement intitulées « Will ». Sur ces pages, il a enlevé l'armure de la célébrité et a rouvert les blessures de son passé, la terreur de l'enfance, la nuit où son père a frappé sa mère, la culpabilité qui a persisté pendant des décennies, les fractures du mariage, la piqûre du regret. L'écriture est devenue plus que de la narration, c'était une survie, une façon de saigner le poison des vieilles cicatrices. Chaque chapitre était à la fois une confession et une cure, une blessure et un bandage. Les lecteurs ont découvert non seulement la superstar, mais l'homme derrière le masque, un homme fragile, imparfait, mais assez courageux pour être vu. En 2021, Will Smith avait conquis les charts, les arènes et les écrans de cinéma. Pourtant, ses batailles les plus féroces étaient invisibles, menées non pas contre des méchants à l'écran, mais contre le vieillissement, la peur et le poids écrasant des attentes. La santé, a-t-il réalisé, n'était pas un corps parfait sculpté pour les applaudissements, mais le courage d'admettre sa faiblesse, la discipline pour y faire face et l'humilité de demander de l'aide. Peut-être que la plus grande leçon de ces années a été tranquille mais profonde. Le corps ne peut pas prospérer sans l'esprit et l'esprit ne peut pas endurer sans honnêteté. Son voyage à travers les couloirs d'hôpitaux, les studios de fitness et les pages de ses mémoires ne visait pas à retrouver la jeunesse ou à chasser la perfection. Il s'agissait d'équilibre, d'apprendre que la vraie guide force n'est pas de cacher les cicatrices, mais de les porter avec grâce et d'enseigner aux autres que la guérison commence souvent là où la peur vivait autrefois. Et pourtant, même alors qu'il portait ses cicatrices avec une sagesse nouvelle, des tempêtes couvaient toujours sous la surface, des tempêtes qui allaient un jour éclater sous les lumières les plus brillantes d'Hollywood. Maintenant, à 56 ans, Will Smith ne vit plus sous les feux constants des gros titres, mais dans un sanctuaire sculpté à partir de triomphes et de cicatrices. Il réside dans un vaste complexe de 150 acres à Calabasas, un endroit qui ressemble moins à un manoir et plus à une oasis, une forteresse d'intimité, de créativité et de réflexion. Le domaine lui-même est un monde à l'intérieur des murs. Un lac privé qui reflète le ciel californien, un studio d'enregistrement ultra moderne, un terrain de basketball grandeur nature, même son propre cinéma. Pour le monde, c'est un palais. Pour Will, c'est un rappel que la paix doit être construite pierre par pierre, choix par choix. À l'intérieur de ces murs, les échos du scandale et le chaos de la célébrité cèdent la place à des rythmes plus tranquilles. Des séances d'entraînement sous le soleil du matin, des repas en famille lorsque les horaires le permettent, la discipline des bilans de santé de routine qu'il traite maintenant non pas comme une obligation mais comme une survie. Financièrement, sa fortune est estimée entre 350 et 400 millions de dollars, un témoignage de décennies de domination dans la musique, la télévision et le cinéma. L'immobilier représente une part importante de cette richesse. Au-delà du complexe de Calabasas, il a possédé une propriété de Hidden Hills, des maisons luxueuses en Pennsylvanie où se trouvent ses racines et autrefois un vaste domaine à Hawaï vendu pour des millions de dollars mais dont on se souvient encore comme d'une retraite tropicale. Ce ne sont pas de simples maisons. Ce sont des chapitres de sa vie, des symboles du chemin parcouru depuis West Philadelphia. Ajoutez à cela une flotte de voitures de luxe, des Bentley au Maybach et la portée de Westbrook Inc., la société de production qui sert à la fois de moteur commercial et de terrain de jeu créatif pour sa famille. Et son empire est indéniable. Pourtant, même ici, au milieu de maisons palatiales et d'une richesse mondiale, il y a de l'humilité. Will sait mieux que quiconque que l'argent ne peut pas protéger un cœur du regret ou un esprit des tempêtes. Les leçons de la faillite dans la vingtaine, les cicatrices du scandale et l'ombre de la maladie lui ont appris que les chiffres sur le papier signifient peu sans équilibre dans l'âme, et donc, à ce stade de sa vie, le succès se mesure moins en compte bancaire qu'en discipline. Il s'entraîne régulièrement, mange avec modération et partage ouvertement que chaque visite chez le médecin, chaque test n'est pas seulement pour lui. C'est un rappel à ses fans, en particulier à ceux qui entrent dans l'âge mûr, que la vigilance en matière de santé n'est pas une faiblesse mais une sagesse. La famille,
autrefois fracturé par la distance et marqué par le scandale, trouve maintenant des moyens discrets mais puissants de revenir sur ses pas. Bien que Will et Jada vivent en séparés depuis 2016, leur histoire ne s'est pas terminée dans l'amertume. Au lieu de cela, ils continuent de se rencontrer dans les moments qui comptent, liés moins par la convention que par la résilience. En 2025, la famille Smith s'est réunie non pas sur un tapis rouge, mais autour d'une table d'anniversaire. C'était le jour de Jada et les rires se sont répandus sur les assiettes et les verses comme la lumière du soleil à travers les nuages orageux, défiant des années de gros titres et de rumeurs. Ce n'était pas la perfection, mais la présence, et la présence, Will l'avait appris, était la forme d'amour la plus rare et la plus profonde. Autour de lui étaient assis les enfants qui avaient porté leur propre lutte, leur propre triomphe, mais qui reflétaient maintenant des morceaux de son héritage de différentes manières. Jaden, sans peur d'être différent, a transformé la mode en une déclaration. Chaque tenue, un refus de se conformer. Willow, dont la musique portait à la fois le feu et la vulnérabilité, est devenue la preuve que l'originalité pouvait être un héritage. Et Trey, le fils de son premier mariage, se tenait maintenant aux côtés de son père avec une loyauté constante, non plus distant, mais un pilier de paix. Pour Will, qui tremblait autrefois en tant que garçon, craignant la violence de son propre père, la vue de ses enfants riant ensemble n'était pas seulement un réconfort, c'était la rédemption. L'empire que Will avait bâti au cours des décennies était immense. Des blockbusters qui ont défini des époques, des chansons qui ont résonné à travers les étés, des prix qui ont tapissé des étagères, des fortunes qui ont rempli des comptes bancaires. Pourtant, comparé au son des rires de ses enfants ou au miracle tranquille de la réconciliation, tout cela semblait secondaire. Il en est venu à voir que l'héritage n'est pas stocké dans des trophées ou des ventes de billets, mais dans la décision fragile de revenir l'un vers l'autre après les tempêtes. Pour lui, la plus grande couronne n'était pas faite d'or, mais d'amour. La capacité de s'asseoir à une table entourée de ceux qui le choisissaient encore, qui l'appelaient encore père. Et pourtant, son histoire n'était pas terminée. Même alors que la famille se reconstruisait, sa carrière a continué de tisser des liens entre l'ombre et la lumière, le triomphe et l'épreuve. En 2022, il a livré Émancipation, un rôle d'un grave poids historique. La performance a exigé son âme, mais la réponse a été discrète, éclipsée par le silence qui a suivi le scandale des Oscars. C'était un rappel que la rédemption à Hollywood avance lentement, que le pardon dans la vie publique ne peut pas être précipité. Pourtant, Will ne s'est pas retiré en exil. 2 ans plus tard, il est revenu avec Bad Boys 4, un film qui a franchi la barre des 400 millions de dollars dans le monde entier et a rappelé au public le charisme qui avait autrefois fait de lui la royauté du box-office. Le retour n'a pas été tonitruant, mais constant. La preuve que la résilience prend du temps, mais qu'elle perdure. En 2025, un autre chapitre s'est ouvert, non pas dans le cinéma, mais dans la musique. Pour la première fois en 2 décennies, il a mis sa voix en mélodie, sortant un album intitulé Based on a True Story. Parmi ses titres, One Stood Apart, Beautiful Scars. C'était moins une performance qu'une confession, une chanson qui portait les échos de blessures longtemps craintes et longtemps cachées. Pour Will, il ne s'agissait pas de masquer ce qui s'était brisé, mais de montrer que la guérison elle-même peut être lumineuse. La chanson est devenue, à bien des égards, l'hymne de son second acte, un témoignage que la force n'est pas l'absence de douleur, mais le courage de chanter à travers elle. Des projets de films ont continué à graviter autour de sa carrière, certains vivants, d'autres dans les limbes. I Am Legend 2 chuchotait des promesses de ressusciter l'un de ses rôles les plus emblématiques. Fast and Loose est resté incertain, son destin étant encore indécis. Paul to Paul, un documentaire de National Geographic, attendait son heure de revenir. Toutes les entreprises n'étaient pas garanties, mais encore une fois, la vie ne l'était pas non plus. Ce qui importait, c'était que Will continue de créer, continue de prendre des risques, continue d'oser aller de l'avant. Et par l'intermédiaire de Westbrook, Inca s'est associé à la société de production qu'il a cofondée. Il a construit non seulement une plateforme pour lui-même, mais une rampe de lancement pour sa famille, garantissant que l'héritage Smith s'étendrait bien au-delà de sa propre ombre.
Si les années 1990 l'ont couronné roi des blockbusters et que les années 2000 l'ont transformé en un acteur dramatique de profondeur, alors cette nouvelle décennie a offert la leçon la plus difficile de toutes. Comment revenir dans la lumière après être tombé devant le monde? Son retour n'a pas été bruyant ni sans faille. Il a été plus tranquille, plus lent, cousu avec endurance au lieu de bravade, humilité au lieu de fierté. Le corps qui sautait autrefois à travers les écrans exige maintenant du repos. L'esprit qui portait autrefois des blagues comme une armure porte maintenant des souvenirs de chambres d'hôpitaux, de tests et de cicatrices. Pourtant, c'était peut-être sa propre forme de force. Dans Émancipation, il s'est débattu avec l'histoire. Dans Bad Boys 4, il a retrouvé la joie. Dans Beautiful Scars, il a transformé la confession en chanson. Ce n'étaient pas seulement des projets, mais des étapes importantes. La preuve que le temps, tout en érodant la force juvénile, peut aiguiser le sens. La guérison, a-t-il appris, n'est pas un événement unique, mais une décision quotidienne, un dialogue avec la douleur, une négociation avec l'âge lui-même. À 56 ans, Will Smith ne courait plus après la jeunesse. Il reconstruisait une vie à l'ombre de la mortalité. Il se tenait debout en tant qu'homme avec une forteresse à Calabasas, des enfants qui brillaient de leur propre éclat et des cicatrices qui ne paralysaient plus mais témoignaient. Son empire peut vaciller, ses films peuvent réussir ou trébucher, ses chansons peuvent résonner ou s'estomper, mais ce qui perdure, c'est l'image d'un homme qui refuse de disparaître dans le silence. Le Fresh Prince n'est plus frais, n'est plus un prince, il est devenu quelque chose de plus rare. Un homme qui a connu le triomphe et l'humiliation, l'ascension et l'effondrement, la santé et la fragilité, et qui a tout de même trouvé le courage de se relever. En fin de compte, la grandeur n'est pas l'absence de cicatrices, mais la grâce de vivre avec elles, de les laisser enseigner et de les partager avec les autres. La vie de Will Smith a montré que les couronnes peuvent scintiller, mais les cicatrices perdurent, et parfois elles brillent plus que l'or. Si vous croyez que son voyage est plus que de la célébrité, si vous le voyez comme une histoire de cicatrices, de force et de seconde chance, appuyez sur « j'aime » en signe d'hommage. Et si un film, un moment ou même ses luttes ont un jour touché votre cœur, partagez-le ci-dessous, afin qu'ensemble nous puissions honorer non seulement la star, mais l'homme